voici un petit cadeau pour toi aussi. Merci. Morgen kommt aus Paris zu uns. Le dernier orateur de la journée vient de Paris, nous présente un sujet vraiment passionnant. Pourquoi est-ce qu'un bon niveau de connaissance ne suffit-il pas à bien soigner les patients? Le docteur Franck Renoir, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup pour cette très gentille introduction que je n'ai pas compris. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et j'ai un sujet un peu particulier qui est autour de ce qu'on appelle les facteurs humains. Et la question est, est-ce que un bon niveau de connaissance suffit à faire des bons praticiens et est-ce qu'il suffit de bien connaître ces gammes pour pouvoir bien soigner les patients? Là, il faut savoir que... Hop. Which one? This one. This one. OK, merci. La formation des médecins dentistes et des médecins d'ailleurs est essentiellement basée sur le transfert de connaissances théoriques et chez nous de gestes, de gestuels que nous apprenons lors des formations. Et on met assez peu en avant dans nos formations la partie extra-technique dont je vais vous parler, qu'on appelle les compétences non techniques. Les formations en médecine et en médecine dentaire sont toujours basées sur le fait qu'il y a un professeur qui est un sachant, qui va donner des informations à un étudiant et l'étudiant doit être capable de reproduire dans sa pratique les informations qu'on lui a données. Et si jamais il n'a pas bien reproduit, c'est que ce n'est pas un bon étudiant et on va lui demander de réapprendre. Chez nous, au milieu, il y a des patients et la caractéristique des patients dans les formations et en particulier dans les formations post-universitaires, dans les congrès, c'est que ce sont toujours des très gentils patients qui ouvrent très bien la bouche, qui ont beaucoup d'argent, qui acceptent de faire 3 greffes osseuses pour placer un implant qu'on ne verra pas au sourire. Et ce sont des patients qui n'ont jamais de réflexes nauséeux, sont toujours des bons patients. Ça, c'est un peu la caractéristique de l'enseignement en dentisterie. Et puis, une autre caractéristique, c'est que, et ça, ce sont des images que j'ai été recherchées sur Internet, nos traitements sont évalués un peu dans le mode avant-après. Regardez comment c'était avant, regardez comment c'est après. Ce qui s'est passé au milieu, à part les gestes techniques, ne sont jamais évoqués. On ne sait pas si jamais le patient a été difficile, si jamais il y a eu des retards, si jamais vous avez eu des difficultés avec votre matériel, si jamais vous avez dû traiter ce patient avec une nouvelle équipe et c'était compliqué. Voilà. Et ça, on n'a jamais d'informations sur en fait la manière dont se passent nos traitements. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu et je vais vous présenter une radio dont vous n'avez pas l'habitude. C'est un scanner qui va passer thoracique, qui passe transversal et qui va passer par le cœur. Et vous allez voir que sur ce scanner, il y a des petites taches blanches. Et je vais vous demander d'examiner ces taches blanches et de me dire si vous voyez quelque chose d'anormal. D'accord? Et vous avez 10 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose d'anormal? Est-ce que quelqu'un a vu le gorille? Vous n'avez pas vu le gorille? Pourtant, vous êtes des experts. Vous êtes des experts en lecture. Hop, il est là, le gorille. Vous voyez le gorille? Mais vous avez des yeux, vous avez un cerveau, et vous n'avez pas vu le gorille. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai présenté une image et je vous ai créé 2 biais. Le premier biais, c'est un biais d'ancrage, c'est-à-dire que je vous ai parlé des taches blanches. La deuxième chose, c'est que je vous ai donné une pression temporelle en comptant. J'ai utilisé une partie de votre cerveau qui était un peu gênée en regardant, en se disant « j'ai plus beaucoup de temps ».
Eh bien, cette histoire qui est juste amusante représente exactement ce qui se passe tous les jours dans nos pratiques privées. Et ce que je peux vous assurer, c'est que un jour, mais ça vous est déjà arrivé, vous allez ouvrir la bouche d'un patient et vous n'allez pas voir une lésion, vous n'allez pas voir une rougeur, vous n'allez pas voir une tuméfaction, alors que vous savez faire la différence entre une gencive rose et une gencive un peu plus marquée. C'est normal et c'est la manière dont fonctionne le cerveau qui fait que, eh bien, on va se concentrer sur une partie très faible d'informations par rapport à tout ce qu'on pourrait regarder. La question est, est-ce que vous faites confiance à votre cerveau? A priori, oui. Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'est une histoire il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas quand j'étais débutant. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années où je reçois ce patient pour faire l'extraction de la molaire et de placer 2 implants. La particularité, c'est que je reçois une lettre électronique avec la radio qui est dans la lettre. Et je regarde la radio et après j'examine le patient. Et en fait, quand je regarde cette radio, inconsciemment, je vois 2 menaces. Et probablement que si vous ne faites pas de chirurgie, vous ne voyez pas les mêmes, mais ma mémoire fait que je vois 2 menaces. La première, c'est la proximité de la racine avec le sinus. Je sais que je peux faire une effraction dans le sinus. Ce n'est pas grave, ça arrive, ce n'est pas une complication, ça fait partie du problème, sauf que une fois, j'ai eu un patient qui a fait une infection suite à une effraction très simple. Il a fait une très grosse infection qui a été on a été presque à faire une méatotomie, c'est-à-dire rentrer dans le nez pour retirer le pus. Et donc, j'ai gardé ça dans ma mémoire. La deuxième chose, c'est que vous avez un septa ici, dans le sinus, et inconsciemment, mon cerveau analyse ce problème comme une difficulté future pour la chirurgie. Est-ce que je vais faire une grande fenêtre, 2 petites fenêtres? En fait, voilà. Et donc, quelques semaines après, je vois le patient, je fais l'extraction, tout se passe bien. Et à ce moment-là, je regarde et je lui dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, oh, ça fait longtemps que j'ai ça, c'est pas grave, mon dentiste m'a dit d'aller voir quelqu'un, mais j'ai pas le temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je n'ai pas vu cette lésion qui est à 1 centimètre de la dent que j'ai extraite. Je n'ai pas vu cette lésion pendant mon examen clinique et je n'ai pas vu cette lésion pendant l'extraction, comme vous n'avez pas vu le gorille. Parce que mon cerveau, en fait, était focalisé sur 2 menaces que j'avais vues parce que j'avais fait l'erreur de regarder la radio avant de faire l'examen clinique. Et j'ai eu ce qu'on appelle, en termes de facteurs humains, un biais d'ancrage. Mon cerveau s'est focalisé sur des informations qu'il a considérées comme importantes et il a négligé les autres. Et ça, c'est une réalité biologique. Ce que je vous parle, ce n'est pas des hypothèses de travail. Il y a énormément de recherches sur ce phénomène. Et c'est Amalberti qui est le grand pape des développements des facteurs humains et organisationnels dans le monde, et qui a bien montré que si un ordinateur était capable de prendre en considération toutes les données que vous allez lui fournir, le cerveau ne peut pas le faire. Le cerveau va considérer seulement quelques informations et qui vont être indépendantes d'un savoir théorique, on va dire, objectif. Nous allons chacun avoir notre façon d'examiner le même patient, et vous-même, vous ne verrez pas le patient de la même manière le matin et le soir. En France, on sait très bien que les médecins vont donner plus d'arrêts de travail et plus d'antibiotiques le soir que le matin. Ça a été prouvé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le même cerveau qu'Homo sapiens. Homo sapiens, c'est 300-400 000 ans. Si jamais vous voulez une évolution biologique de l'organisme, il faut à peu près 20 000 ans pour modifier une structure telle que le cerveau. L'homme moderne, c'est 5 000 ans. Ce sont les Babyloniens avec le développement de l'écriture cunéiforme. Et la civilisation moderne, c'est 200 ans.
vous comprenez qu'en fait, nous allons analyser et faire nos activités avec un cerveau qu'on pourrait qualifier de primitif, et on a même un cerveau qui est plus petit qu'Homo sapiens, parce qu'il y a 10 000 ans, au moment de la sédentarisation, eh bien, le cerveau a diminué parce que le fait d'être en groupe a permis de limiter la fonction de protection, de recherche de nourriture, etc. Donc, vous comprenez bien que nous sommes en train de faire de la chirurgie avec un cerveau qui n'était pas fait pour ça à l'origine. Et ce qui fait que quand on va analyser des informations, nous allons le faire par cohérence, des recherches cohérentes. Et vous avez tous lu ABC 12, 13, 14, sans prendre en considération le fait que peut-être il est écrit A13C, 12B14. Parce que d'un point de vue probabiliste, ce n'est pas possible d'envisager toutes les informations possibles, toutes les solutions possibles. Ça prendrait beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Le cerveau humain consomme à peu près 25% de l'énergie produite par l'organisme. Et en fait, il faut savoir que nous recevons à peu près par seconde 11 millions de bits d'informations. Ce sont les informations endogènes, la température, la position, l'équilibre, l'hormone, la glycémie, l'apnée, etc. Mais notre cerveau préfrontal, le cerveau intelligent, ne peut gérer qu'à peu près 50 bits par seconde. Les plus optimistes disent 1000 bits par seconde. Ça, c'est ce qu'on est capable de gérer. Et vous comprenez bien que sur toutes les informations qu'on va recevoir, ne serait-ce quand vous ouvrez la bouche d'un patient, il y a des centaines de milliers d'informations de couleurs, de volumes, de textures, etc. Eh bien, nous allons considérer que celles qui nous paraissent les plus prioritaires. Et le cerveau routinier, qui est géré au niveau du striatum, lui va à peu près être capable de gérer 400 000 bits par seconde. La question qu'on doit se poser, c'est, sur cette question un peu longue, est-ce que nos émotions vont modifier notre perception, donc notre jugement et donc notre prise de décision? Quand vous travaillez, vous prenez des décisions tout le temps, sans s'arrêter. Eh bien, une étude très intéressante a été faite à l'université de Michigan, aux États-Unis. Ils ont demandé à des étudiants de 3e et 4e année de faire la réanimation de mannequins immédiatement par surprise. Eh bien, seulement 15% des étudiants ont pu faire la réanimation correctement et dans les temps, mais 100% des étudiants ont été capables de dire rétrospectivement ce qu'il fallait faire. Ils ont pu verbaliser la procédure, mais ils n'ont pas été capables de la faire à cause en particulier du stress et du regard des professeurs. Ce n'est pas parce que vous connaissez les choses que vous savez le faire. Là, je vous donne juste un exemple. Je suis sûr que si jamais il y a une bombe qui éclate ici, beaucoup d'entre vous vont rester figés ou vont même aller en direction de l'explosion. Ça a été démontré parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder où étaient les sorties de secours et vous n'avez pas donné à votre cerveau routinier un plan B pour faire face à une menace. Et il a été montré en imagerie fonctionnelle qu'en cas de panique, en fait, on va décharger la partie antérieure du cerveau, qui est la partie préfrontale, la partie intelligente, charger le thalamus, qui est la gare de triage des informations et qui va être surchargé, qui sera plus capable de dire si cette information est bonne et pas bonne, et on va avoir de la désorientation, et puis on va charger les zones postérieures. Et ça, c'est cette patiente que je reçois pour avis est soignée par une dentiste, par une personne extrêmement qui est compétente, qui sait faire des implants, qui sait très bien qu'il ne faut pas mettre un implant dans une racine, mais qui a la difficulté de gérer son stress, en particulier dans le stress relationnel. Et la patiente était vraiment difficile. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle était très stressée, ses émotions étaient trop fortes. En fait, elle a passé la main au bodyguard, qui est géré au niveau du cerveau par l'amygdale, et qui lui a dit, il y a deux solutions. Comme il y a une menace, soit tu te bats, je ne peux pas le faire, j'ai un gradient d'autorité difficile avec la patiente, eh bien on s'en va. C'est fight or flight. Et le fait de s'en aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va précipiter la chirurgie,
On a un guide chirurgical, on ne va pas l'utiliser. On pourrait faire des radios, on ne va pas l'utiliser. On a des indicateurs de direction, on ne va pas les utiliser. Le bodyguard va nous pousser à quitter la pièce avec les différents comportements que ce bodyguard, ce stress va nous impliquer, la sidération, être affolé, l'agitation stérile ou faire des choses qui servent à rien, comme lors d'un arrêt cardiaque, aller chercher le pouls d'un patient ou lors d'un choc anaphylactique, essayer de lui donner de l'oxygène. Ça, c'est la sidération et c'est souvent parce qu'on n'a pas donné de plan B, on n'a pas routinisé des exercices et ça, c'est particulièrement vrai en situation de crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez être stressé, et vous êtes stressé dans vos cabinets, je le sais, parce que j'en étais, quand on est stressé, en fait, le cerveau va considérer qu'il y a une menace, va faire tout pour vous défendre, et pour vous défendre, en fait, il va se focaliser sur la menace. Et en se focalisant sur la menace, il va chanter déjà les choses qui ne servent à rien, comme la salive, comme la régulation de la digestion, parce que c'est de l'énergie qui ne sert à rien si vous êtes agressé par un lion, par exemple, ou par un gros chien. Et puis, on va perdre la vision latérale, puisque le danger est en face de nous. Imaginez un chien qui vient, on va regarder le chien et on n'a pas intérêt à s'intéresser aux couleurs des magasins sur le côté. On va perdre l'audition, on va perdre beaucoup de fonctions pour être... En gros, quand on est très stressé, c'est comme si on avait des lunettes grossissantes avec du coton dans les oreilles. Et vous comprenez bien que ce n'est pas l'état le plus efficace pour mener à bien une chirurgie ou pour mener à bien des traitements complexes. Alors, pour faire face à son cerveau, eh bien, il faut l'accepter. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les formations médicales, paramédicales, et en particulier en médecine dentaire, on ne parle jamais de communication, on ne parle jamais de stress, on ne parle jamais de ce genre de choses, alors que c'est la base du bon fonctionnement et de la bonne application de nos connaissances. Le travail que l'on doit faire, donc quand on se forme, on acquiert un niveau de compétence. Le niveau de compétence, c'est tout ce que vous savez faire. C'est à cause de vos études et puis de vos études universitaires, post-universitaires et de votre expérience. Mais en face de ça, vous avez votre performance. La performance, c'est ce que vous savez faire, ce que vous allez faire en vrai tous les jours, sur un patient difficile, sur un patient qui n'ouvre pas bien la bouche, avec une assistante nouvelle, parce que vous êtes fatigué, parce que votre enfant est malade à la maison et que vous avez le cerveau qui est focalisé dessus. Il faut comprendre que ce que nous, on apprend à la fac, ce sont des compétences hors contexte. Faire une suture sur un frasaco, sur une peau de banane ou en bouche, le geste, techniquement, est le même. Ça, ce sont des compétences techniques. Mais faire une suture sur une peau de banane ou sur un patient difficile qui a un réflexe nauséeux, c'est plus du tout la même chose. Et ces compétences qu'on appelle non techniques ne sont jamais envisagées dans nos formations et dans les conférences post-universitaires. Ce qui est pour moi une aberration totale. Il y a aujourd'hui en anesthésie, 50% des publications sont autour des compétences non techniques. Et si vous êtes pilote professionnel, tous les 6 mois, vous allez repasser votre licence et vous allez devoir faire preuve de vos compétences techniques. Je sais piloter, je connais les procédures d'urgence, etc. Mais vous êtes obligé tous les 6 mois de montrer que vous avez les connaissances non techniques, savoir communiquer de façon fiable, même en situation critique, savoir prendre des décisions fiables, même en situation critique. Vous avez un patient qui fait un arrêt cardiaque, comment allez-vous gérer? La conscience de la situation, je suis capable de prendre des éléments de diagnostic, je suis capable de les comprendre et je suis capable de m'adapter si jamais il venait à changer, ce qu'on appelle la conscience de la situation. Le leadership, comment je gère mon équipe. Et puis, la charge de travail, évidemment, pour caricaturer, ce n'est pas la meilleure idée de mettre une chirurgie complexe à 5 heures du soir. Et au-dessus de ça, les pilotes sont obligés de montrer leur connaissance d'eux-mêmes
C'est-à-dire comment vous réagissez quand vous êtes fatigué. Comment vous réagissez face à un patient agressif. Comment vous réagissez quand vous êtes stressé. Eh bien, le fait de travailler dessus nous permet de développer des protections ou d'utiliser des techniques qui vont être des techniques de relaxation, de respiration particulières pour améliorer notre performance. Alors, en chirurgie, on commence à avoir des articles qui mettent en avant l'importance des compétences non techniques sur l'amélioration de la sécurité médicale. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sert pas seulement à améliorer le bien-être des patients parce qu'on va mieux les traiter, ça améliore énormément notre bien-être à nous et celle de notre équipe parce qu'on va diminuer les stresseurs, on va diminuer le stress, on va diminuer l'imprévu dans nos pratiques. Alors, récemment, j'ai fait un article avec un ami italien, un ami américain sur le rôle des facteurs humains dans les greffes de sinus, où on décline ces compétences non techniques pour les greffes de sinus, mais vous pouvez faire pour les extractions, pour les préparations de couronnes, pour la paro, c'est exactement pareil. Là, je suis en train de travailler avec des amis pilotes, médecins urgentistes sur un nouveau livre qui va sortir à la fin de l'année prochaine, cette année au mois de septembre, sur la gestion des situations de crise dans nos cabinets. On va évoquer évidemment les manœuvres techniques à faire si un patient inhale un instrument, mais le livre est surtout focalisé sur tout ce qui est tout l'environnement de ces gestes. Comment maîtriser ses émotions, comment se préparer, comment être sûr qu'on va bien communiquer avec l'équipe, comment on est sûr qu'on va bien communiquer avec les services d'urgence, quelles sont les données, comment on est sûr qu'on va pouvoir faire des diagnostics efficaces malgré le stress, malgré l'imprévisibilité, etc., etc. Et récemment, on avait reçu un groupe de consoeurs et de confrères suisses, que je salue, quelques-uns sont dans la salle, pour un séminaire sur l'impact des facteurs humains sur la pratique clinique au quotidien. Et on avait été visiter la base de Canadair qui se trouve à Nîmes, dans le sud de la France. Et Jean-Marc Mathéo, qui participe au livre, nous avait fait une présentation sur comment eux, en tant que pilotes du feu, donc des gens qui sont tout le temps en situation limite, comment ils sont capables de gérer les choses. Et il nous avait dit le message le plus important, si jamais tu veux être bon le jour où ça va mal se passer, il faut être bon tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le jour où vous allez vous noyer que vous allez apprendre à nager. En conclusion, notre cerveau est fait pour des choses extrêmement simples. Ça, c'est à la base, la survie, des décisions intuitives. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire des choses très complexes, telles que la chirurgie, piloter des avions ou jouer au piano. Et il faut comprendre qu'on surutilise notre cerveau. Et si jamais j'imagine que vous comprenez qu'on ne peut pas courir un marathon avec l'allure d'un 400 mètres, eh bien, il faut accepter que notre cerveau a des limites fonctionnelles. C'est de la biologie. C'est pas du truc cool on va vivre cool et puis on va embrasser les arbres. C'est de la biologie. Il y a plus d'evidence-based sur ce que je suis en train de vous dire que sur le traitement de la périimplantite. Et pour ça, il faut maintenant commencer à intégrer l'enseignement et l'utilisation des compétences techniques dans nos formations de médecins dentistes, dans les formations des assistantes, dans les formations des hygiénistes, dans les formations de tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Je vous remercie pour votre attention. Thank you very much for this very interesting speech. We have one question that I will display. The question is, which human factor is the most important to achieve a technique, a treatment? Si jamais vous voulez commencer
à incorporer le concept des facteurs humains, enfin la science des facteurs humains, la première chose, au-dessus de tout, il faut accepter l'erreur. Il faut accepter que nous, praticiens, faisons des erreurs. Le cerveau fait 4 à 6 erreurs par heure. Et donc, il faut accepter que vos assistantes vont faire des erreurs et qu'il faut utiliser ces erreurs pour améliorer les pratiques. Si jamais votre assistante a peur de vous dire qu'elle a oublié de commander les implants pour la chirurgie de dans 2 jours, on va risquer d'avoir le patient sur le fauteuil, de faire l'anesthésie, de commencer à ouvrir et de s'apercevoir qu'on n'a pas l'implant de la bonne taille, de mettre un implant plus long avec des complications qui vont derrière. Ce sont des histoires que j'ai reçues, que je connais, je n'ai pas inventé. Donc la première chose, c'est ça. Et puis après, vous avez plusieurs outils comme éviter d'interrompre. Éviter que le personnel vienne vous interrompre quand vous travaillez. Parce que tous les 8 interruptions, on fait une erreur. Quand on vous interrompt, il faut à peu près 3 minutes pour revenir à sa tâche initiale. Mais ça veut dire que vous ne interrompez pas votre secrétaire quand elle est au téléphone avec un patient difficile. Il y a énormément d'outils qui sont extrêmement efficaces et surtout très faciles à mettre en place, à condition de vouloir changer. Merci beaucoup. For you, we have a little typical Swiss souvenir to take home. Thank you again for your perfect speech. Und damit möchte ich Sie gerne in die Mittagspause. Et je vous donne congé pour la pause. Nous allons nous retrouver à 14 h. Bon appétit et à tout à l'heure.